de nos ancêtres, pas de nos politiciens, avatars. Les avatars c'est un mot sanskrit qui signifie réincarnation. Nous avons des politiques avatars qui sont la réincarnation des impérialistes que nos ancêtres ont combattus, des colonisateurs que nos parents ont combattus. Et une classe politique a pris le pouvoir après 1960 qui a proliféré à profusion les agents de l'Empire, les enfants de l'Empire et les avatars. Ils ont créé une forme de monarchie où eux seuls, avec leur famille, trônent au sommet. Lorsque le papa meurt, c'est son fils qui prend le pouvoir ou alors son ami proche. Le petit peuple, celui qui est même l'âme de la nation, n'a jamais goûté, je dirais, à une once de la richesse de ces territoires. Voilà pourquoi nous parlons dans l'équipe de Benacongo de la réappropriation de nos terres. Lorsque nous parlons de la réappropriation de nos terres, nous devons le dire à haute voix. Il y a une mystique tellurienne qui fonctionne tout le temps. Chez moi, on dit ma belle éco s'arrêter. La terre ne trompe jamais. Lorsque vous plantez les haricots, vous allez récolter les haricots. Lorsque vous plantez du pondou, feuille de manioc, okobuka, pondou, la terre ne trompe jamais. Et lorsque la terre ne te reconnaît pas, peu importe la magie que tu feras, ça n'aboutira à rien du tout. Ça fait 135 ans que nos pays existent. Quel est ce pays africain qui peut se targuer 135 ans après d'être à la hauteur de ceux qui nous ont esclavagisés? Aucun. Au contraire, les seuls pays qui peuvent se targuer de cette possibilité-là, nous nous rendons compte que ce sont des pays féodés aux impérialistes. Ce sont des pays avatars. J'ai parlé des bourses des Afrikaners en Afrique du Sud. Comment vous expliquer que des Blancs qui sont arrivés en Afrique, trouvant des Africains chez eux, puissent posséder des terres plus que les autochtones? Mugabe s'est fait charcuter jusqu'à se faire éjecter du pouvoir, simplement parce qu'il a voulu rendre la terre aux premiers occupants. Comment vous expliquer que les Blancs puissent détenir les capitaux qui font fonctionner nos territoires? Mais ça aussi, ce sont des choses que nous devons savoir et que nous devons travailler de fond en comble. L'homme blanc, lorsqu'il vous a donné l'indépendance, il vous a obligé à payer. À payer, non, parce qu'il a créé votre pays, parce qu'il a aidé votre développement. Il vous a demandé, il vous a obligé à payer pour l'esclavagisme, pour la déportation, pour la colonisation, sous prétexte que nous avons investi sur vos territoires et maintenant que vous nous mettez à la porte, vous devez payer. Je vois nos frères se battre aujourd'hui, France n'est pas dégagée. Mais personne ne s'est jamais posé la question, c'est quoi l'accord que nos parents ont signé lorsqu'ils ont eu l'indépendance? Ces mêmes problèmes-là, nous avons retrouvé ça en Haïti. L'Haïti a eu l'indépendance, on leur a obligé de payer chaque année 30 millions de francs, ce qui était le budget annuel de la France à l'époque. L'Haïti avait 900 000 habitants, la France avait 21 millions d'habitants à l'époque. Comment se fait qu'un pays qui venait de naître, obtenant l'indépendance, et qui doit payer le budget de l'État de 21 millions de personnes pendant 5 ans? Et pour payer ce budget-là, l'Haïti a été obligé de contracter d'autres dettes. Et ce sont ces dettes-là qui ont mis à terre ces pays-là aujourd'hui. L'exemple de l'Haïti, c'est l'exemple que l'Afrique vit aujourd'hui. Nous sommes surendettés à tel point que chaque année, nous avons le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, tous ces bailleurs de fonds qui viennent avec la prétention de faire des dons. Mais passons à l'origine de ces dons-là. Qu'est-ce qui a voulu que nos petits États puissent contracter ces dettes-là? Lors de nos indépendances, nous étions obligés d'indemniser les colonisateurs, de nous avoir déportés en Amérique, aux Antilles, aux Caraïbes, de nous avoir tués, de nous avoir exterminés, expropriés de nos terres, d'avoir spolié nos œuvres d'art, de nous avoir génocidés. Comment pouvions-nous accepter cela? Et lorsque nous contractons ces dettes-là, chaque fois que vous allez prendre une dette, automatiquement il faut rembourser avec des capitaux. En même temps, les esclavagistes qui ont massacré, déporté, qui ont fait travailler nos ancêtres, se sont fait indemniser par le système occidental en leur obligeant à ces esclavagistes-là de verser les 1/8 de leur indemnisation pour créer des banques. Le capitalisme, le Rothschild, National City, Bank of America, toutes ces banques-là sont nées par les sangs, la sueur de nos ancêtres.
Nous allons continuer à nous aplatir devant ce système-là jusqu'à quand? Voilà pourquoi je parle de la révolte de l'esprit. Voilà pourquoi nous demandons à nos frères Benakongo. Le Kintoa di Benakongo n'est pas une œuvre de catéchumène. Si vous venez ici pour faire les actions sociales, en tout cas c'est de mon point de vue, si vous venez ici pour aller construire un petit hôpital à côté, créer une organisation non gouvernementale, affilez-vous au KBK, nous allons vous donner l'expertise ou envoyer des gens qui pourront être volontaires. Mais le Kintoa di Benakongo a pour vocation de réunir les peuples africains déportés de leur terre. Nous devons ramener nos frères chez eux, parce que leur terre a besoin d'eux. Nous parlons de la réappropriation de nos terres, et je dis ici, la terre ne trompe jamais. Si vous êtes dans les faux, ne vous attendez pas à ce que la vérité puisse jaillir de cela. Nous avons nos frères qui sont en Amérique latine, aux États-Unis, en Colombie, Venezuela, Porto Rico, République Dominicaine, Guyane, et tous ces pays-là qui sont le Suriname, machin, et voilà. Nos frangins sont là-bas. Même s'ils ne vous demandent pas de revenir chez eux, vous avez ce devoir-là, vous qui êtes encore connectés avec l'origine, de demander à ces frères-là de retourner chez eux. Voilà pourquoi les vieux Marcus Garvey a créé le mouvement Come Back to Africa. Et ils l'ont tué. Ils l'ont exterminé moralement, spirituellement, jusqu'à ce qu'ils trouvent la mort. Nous sommes dans la même prétention. Et cette prétention-là demande de l'intelligence, de l'engagement total. Nous avons besoin de l'argent pour faire ce travail-là. Mais par-dessus tout, nous avons besoin de réunir tous les Africains. Parce que si vous voulez régler les problèmes de l'Afrique, il faut commencer par régler les problèmes du Congo. C'est là que les problèmes ont commencé. Si vous ne réglez pas ces problèmes-là, peu importe ce qu'on fera au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, il n'y aura pas de solution. Voilà pourquoi nous devons mettre la gâchette de l'Afrique, comme il disait François Fanon. Nous devons mettre cette Afrique-là ensemble. Et l'idée de mettre cette Afrique-là ensemble, ce n'est pas une prétention, mais nous rentrons simplement dans ce que j'appelle les rêves de nos ancêtres. Réunir l'océan Atlantique à l'océan Indien et créer une nation, la nation Congo. Cette démarche-là, si vous êtes incapable de comprendre ça, nous allons insister comme nous faisons avec les marteaux et les clous. Nous tapons, ça ne rentre pas, nous tapons à nouveau jusqu'à ce que ça va rentrer. Nous avons du temps pour ça et nous sommes engagés pour perdre notre temps afin que ces messages-là rentrent dans tout un chacun de nous. C'est l'engagement du KBK. Mais en retour, c'est vous qui êtes là, qui allez faire ce travail-là. Vous devez devenir des gagnants d'âme. Vous devez faire la catharsis solaire, extirper le mal qu'on nous a inculqué, qui veut que nous nous aplatissions devant les systèmes spirituels, économiques, les systèmes de pensée occidentales, qui veut que nous puissions voir le monde selon leur prisme à eux et non selon nos propres paradigmes. Nous sommes dans la révolte de l'esprit. Investissez-vous. La réappropriation de la terre, c'est-à-dire nous récupérons nos terres de l'occupation. Si les bourses d'Africaners ont conquis les terres chez les Sud-Africains, si les avatars du système impérialiste sont en train de contrôler les territoires dans les bassins du Congo, je pense que c'est nous qui sommes natifs de ces terres-là qui avons ces devoirs-là de nous réapproprier ces terres-là. Et la seule manière de faire la réappropriation de ces terres-là, c'est de les racheter. Et pour les racheter, nous sommes obligés de nous connecter à un mythe fondateur. J'ai l'habitude de parler de Theodor Herzl. C'est lui qui a conçu et créé ce que vous appelez le sionisme. C'est le père de l'Israël. Les Juifs l'appellent le visionnaire de l'État. Ce gars-là a écrit un livre, L'État des Juifs, où il a expliqué vers la fin, vers 1900 quelque chose, ou 1897, quelque chose comme ça. Oui, il a expliqué comment est-ce qu'il voyait l'état des Juifs, l'Israël actuel. Mais sa théorie s'est basée sur les mythes fondateurs de ces peuples-là. Il a dit, il a fait un constat. Les Juifs ne sont pas assimilables à d'autres peuples. Les Juifs, ils sont éparpillés dans le monde. Les Juifs ont besoin d'avoir une terre, je voulais dire, un pays qui va s'occuper d'eux et de leur avenir.
Et pour cela, il faut créer un État des Juifs. Et il a réuni les Juifs de partout dans le monde, les premiers congrès sionistes. Théodore Herzl, il est mort en 1904. En 1948, on a créé Israël sur base des théories de Théodore Herzl. Mais ce que je répète, c'est quoi? Il s'est accroché à leur mythe fondateur. Le mythe fondateur qu'il s'est accroché, c'était quoi? La religion que vous priez tous les jours. Abraham, la religion d'Abraham, l'idée d'Abraham. Il s'est accroché à la tradition judéo-christiano-musulmane. Et par rapport à cette histoire-là, il a dit que nous avons des terres à Canaan, la Palestine. Mais parmi ces prospections, il a proposé Sinaï en Égypte. Il a proposé, non, l'Angleterre a proposé l'Ouganda, projet Ouganda. Et lui-même, Théodore Herzl, a proposé la République démocratique du Congo. Parmi les terres qui étaient choisies pour implanter l'État d'Israël. Cette démarche-là a eu son apogée lorsqu'ils ont commencé à acheter des terres en Palestine. Et le premier financier de l'achat de ces terres-là, Rothschild. Rothschild qui a fait sa fortune avec l'argent de la déportation, de l'esclavagisme de nos ancêtres. C'est des réalités que nous devons savoir. Dans la science, nous disons, ils disent les scientifiques. Je ne peux pas faire les mêmes efforts que Mouta Kiangebeli a déjà fait, qu'il a déjà répondu. Je n'aurai qu'à consulter ce que Mouta Kiangebeli a fait pour ne pas avoir à faire la même tempête du cerveau en risquant de perdre du temps pour rien. Nous avons un exemple avec Théodore Herzl. Théodore Herzl, H-E-R-Z-L, c'est ça son nom. Les Juifs l'appellent les visionnaires de l'État. C'est-à-dire, ceux qui Israël, ils ont l'élo. C'est grâce à ces messieurs-là.